N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Nous sommes le mercredi 5 décembre 2018. Il sonne 11h, passé légèrement de quelques instants au studio bleu de Canal FM, également dans les studios des médias partenaires qui nous reprennent sur leurs antennes. Vous êtes les bienvenus à ce club de la presse, à vous tous et vous toutes, autant que vous êtes au Togo, en Afrique, un peu partout dans le monde. Michel Kokou Tomenga, Victor Gbe à la technique, à la console, pendant que Géraud Dakoucha met l'émission en ligne. Cette émission que nous animons avec les confrères et invités que vous allez découvrir incessamment. Sylvestre Béni du journal La Manchette, bonjour. Oui, bonjour et bonjour à toutes et à tous. C'est mercredi, naturellement, la santé par les colonnes du journal Santé Éducation par la voix de Gadiel Tchonyadji. Bonjour Gadiel. Ça c'est bonjour et bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent. Les autres confrères vont nous rejoindre incessamment, mais j'ai parlé des invités. Nous en avons deux. Et cette émission que nous animons dans ce contexte-là du deuxième jour de la campagne électorale pour les élections législatives du 20 décembre prochain, nous disions hier que les studios de Canal FM du Club de la Presse sont ouverts aux partis politiques, regroupements de partis politiques ou listes indépendantes qui sont en compétition. Et nous en avons un aujourd'hui comme invité, plutôt une, Madame Maoudeka Chérita Beblou, bonjour. Bonjour Cesse, bonjour à tous ici en studio, bonjour à tout le Togo. Vous êtes la porte-parole d'une liste indépendante qui s'appelle Bâtir. Bâtir. Et vous êtes présente dans quelle circonscription électorale? Dans la circonscription électorale du Grand Lomé. Merci beaucoup. Merci d'être dans ce studio pour nous en parler. Fin d'année, période de fête. Il faut fêter à la maison, mais il faut également avoir une pensée à ces enfants-là qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas de toit. Et parmi les bonnes volontés qui pensent à ces enfants, il y en a une qui est à nos côtés. Gildas Edor, bonjour. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Vous êtes le chef programme d'une organisation internationale, HELSA International. Oui, bien. Et l'année passée, vous étiez ici dans ce studio, on a parlé des enfants de la rue. Vous revenez parce que votre organisation, HELSA International, a un projet pour se pencher du côté des enfants de la rue. Justement, comme tu l'as dit, cette fin d'année, on a encore une activité pour quand même que les gens se souviennent de ces enfants-là, parce que la période des fêtes s'annonce déjà, et donc il faut quand même une petite pensée en faveur de ces enfants-là. Parce que c'est une réalité, même s'il faut la rappeler, il y en a de ces enfants qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas de toit, et dont tout le domaine de vie se réduit à la rue, la rue où ils demandent à manger, la rue où ils dorment. Voilà, là ils ont élu domicile à la rue, ils dorment dans la rue, ils font toutes les activités dans la rue. Pour certains qui n'ont pas de parents, pour d'autres un papa décédé ou maman décédée, papa remarié, maman remariée, voilà, il y a bagarre à la maison, la pauvreté, il n'y a pas de quoi manger, il faut aller chercher à manger et on se retrouve dans la rue. Diverses causes qui fait que ces enfants se retrouvent aujourd'hui dans la rue. Merci. Alors vous, à HELSA International, qu'est-ce que vous essayez pour soulager un tant soit peu la peine et les misères de ces enfants de la rue? Alors, à HELSA International, on a développé différents programmes pour pouvoir aider ces enfants-là. Principalement, il y a le programme dans le domaine de l'éducation qu'on a dénommé École Alternative. Il s'agit pour nous de mettre en place des cabines dans les milieux environnants de ces enfants-là. On a principalement dans 3 zones, à Côte-d'Ivoire-Copé, à Doboukom et juste derrière la BTCI, et actuellement une cabine qui doit être implantée à Guezongo. Ce sont des lieux où on retrouve beaucoup plus ces enfants-là. Donc ces cabines constituent en quelque sorte des safe space
pour ces enfants qui viennent durant la journée. Safe space en français, En espace français. de sécurité. Voilà, où ils se retrouvent, où ils peuvent rester en confiance avec les autres, où ils rencontrent les animateurs, les éducateurs qui font différentes activités avec ces enfants-là, afin que le tissu social ne soit pas totalement déchiré. Au fait, c'est ça l'objectif. Et un autre programme qui est dans le domaine de la santé, ça nous a permis de mettre en place une sorte de clinique mobile constituée d'infirmiers d'État, chapeauté par un docteur qui nous appuie de temps en temps, et qui sillonne ces différentes zones-là pour soigner les enfants qui sont malades ou qui sont blessés. La plupart du temps, ils sont blessés suite à des bagarres et autres, et on les soigne gratuitement parce que ces enfants n'ont pas la possibilité d'aller se faire soigner dans des centres de santé actuellement. Donc, on essaie quand même, pour le peu de moyens qu'on a, d'aller soulager ces enfants dans le domaine médical. Et ces deux programmes nous permettent d'avoir un certain lien de confiance avec ces enfants. Et maintenant, notre troisième programme, qui est le programme réinsertion, où nos agents sociaux et psychologues font des entretiens avec ces enfants pour connaître l'histoire de vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que tu te retrouves dans la rue? Avoir toute l'histoire, rechercher les parents, mener les enquêtes sociales. Si c'est possible, on retrouve les parents, avoir la version des parents, essayer de faire une certaine conciliation afin de réinsérer ces enfants dans les familles d'origine. Voilà ce que Helsa International essaie de faire. Helsa, dont la mission consiste à contribuer à l'amélioration des conditions de vie sanitaire, sociale et culturelle de ces enfants de la rue. Ces enfants dans les communautés les plus vulnérables, dans une approche de développement humain durable et participatif. Eh bien, votre façon d'attirer l'attention sur ces enfants, c'est une exposition photo que vous organisez en fin de semaine. Oui, ce samedi, plus précisément le 8 décembre, nous organisons une exposition photo plein air dans l'enceinte du Brao OIF, la francophonie. Une exposition qui va permettre à tout un chacun, tout le public qui sera là, d'être immergé dans la vie de ces enfants-là. Parce qu'on regarde ces enfants quand on est dans nos voitures, sur nos motos, on les croise aux différents carrefours, on ne sait pas réellement ce qui se passe. L'occasion nous est donnée aujourd'hui de venir à cette exposition photo et de voir concrètement la vie de ces enfants-là. C'est-à-dire du coucher tard dans la nuit, au coucher le lendemain. Qu'est-ce que l'enfant fait dans la rue? Qu'est-ce que l'enfant fait? Ça, on démontre tout cela à travers l'exposition. Quelles sont ses activités journalières? Comment se nourrit-il? Voilà. Comment joue-t-il? Tout ce que l'enfant fait, on traduit à travers cette exposition-là. Ce sont des photos qui ont été prises en temps réel, c'est-à-dire des photos qui ont été prises à 1h, 2h du matin, quand les enfants dormaient à la plage, sous les pirogues ou bien sous les filets de pêche, quand les enfants dormaient à Décon, à Agoué, quand les enfants sont en train de chercher des fers rouillés au niveau des grands dépotoirs d'Agoué, pour aller les revendre, avoir un peu d'argent pour se nourrir. Voilà un peu tout ce que traduit l'exposition photo. Merci. Donc cette exposition de photos sur les enfants de la rue, ce sera dans les locaux de la francophonie, le samedi, et vous invitez le public à venir découvrir, à venir faire une sorte d'immersion dans la vie de ces enfants de la rue. Voilà, on invite tout le public à assister à cette exposition. Elle est intéressante parce que non seulement vous allez venir découvrir un peu les conditions de vie de ces enfants, mais aussi, mais également il y a des enfants qui seront là et qui vont vous démontrer un peu le talent qu'ils ont. Donc ils ont produit un peu de slam pour les invités et également faire l'origami. C'est un jeu japonais. On fabrique des petites choses avec des papiers que les enfants maîtrisent. On a eu la chance d'avoir des volontaires japonais qui ont transmis un peu ce savoir-faire aux enfants. Et donc, pour tous ceux qui viendront, ils vont repartir avec un petit cadeau d'origami comme cadeau de fin d'année de la part des enfants. Comme pour dire qu'on vient à cette exposition photo, mais on prévoit un peu d'argent pour encourager ces enfants, oui, par l'achat de ces quelques objets qu'ils vont exposer. Oui, justement. Donc, n'oublions pas que c'est la fête qui arrive bientôt. Donc, ces enfants aussi ont besoin de s'égayer, voilà, d'être dans l'ambiance festive. Donc, c'est également le moyen
pour le citoyen lambda de pouvoir participer, de pouvoir aider ses enfants. En français facile, on viendra à cette exposition photo, on viendra gratuitement. Gratuitement. Mais avec notre générosité, il faut que de chacun bon cœur. vienne Oui. avec, pourquoi pas, un petit sac de riz, Pourquoi ou bien un petit billet vert ou violet. En CFA, on comprend. On comprend. On achète ces objets-là ou bien carrément on offre généreusement pour permettre à ces enfants de la rue de pouvoir avoir le sourire en ces moments de fête d'année. Oui. Eh bien, cette exposition, vous invitez le grand public, On invite le grand nous les public. journalistes, les bonnes volontés, mais vous invitez également ces dames-là et ces hommes qui ont ouvert depuis hier la campagne pour se faire élire député le 20 décembre prochain, n'est-ce pas? Justement, surtout eux, on les invite parce que Surtout eux. on les invite parce Eh bien, que Gildas, vous et moi, nous avons la chance d'avoir devant nous une dame encore qui est candidate à ces élections. Ouais. Madame Gbeblou. Oui, monsieur Sass. Oui. Alors, ces enfants de la rue que nous irons visiter par exposition photo samedi prochain. Oui, je crois que c'est une bonne initiative à encourager parce que les enfants de rue, quand on parle des enfants de rue, c'est quand même touchant, Donc aujourd'hui, il va falloir également initier des projets dans ce sens pour pouvoir aider ces organisations qui sont déjà sur le terrain à pouvoir aller à bout de cette initiative-là. C'est vraiment important et je crois que l'appel est bien reçu. J'irai transmettre à tous les 20 candidats qui sont positionnés sur la liste des indépendants bâtir et ensemble, on viendra vous visiter. Et vous irez battre campagne auprès de ces enfants de la rue. On ira également leur parler parce que lorsqu'on sera à l'Assemblée nationale en tant que jeune candidat. Si vous êtes élu. Oui. Parce que même si on n'est pas élu, on peut faire des actions. On peut faire des actions. C'est la fin d'année, il a dit tout à l'heure. On peut faire des actions. Ce n'est pas parce qu'on doit être député avant de poser des actes concrets sur le terrain. Non, il faut déjà commencer petit à petit ensemble. On fera de grandes choses. Merci Gildas, merci d'être passé. Merci nous beaucoup, passer Hassan. cette information, savoir cette exposition de photos, une sorte d'immersion dans la vie des enfants de la rue. Oui. Ce sera le samedi. Samedi 8. À partir de 13h00. Oui. Dans les locaux de la francophonie. De la francophonie. Et encore une fois, on vient avec des dons en nature, en espèces, Oui. pour soulager un tant soit peu la peine, la misère de ces enfants. Voilà, et je profite pour remercier déjà l'ancien Premier ministre Maître Kofigo qui nous fait l'honneur de venir à l'exposition et de déclamer un poème pour ses enfants. De même que Madame la chargée des affaires de l'ambassade du Brésil qui a bien voulu également participer à cette exposition pour aider du mieux qu'elle peut ses enfants en situation de rue. Merci. Sur une question d'importance nationale, Monseigneur Barriga nous invitait à ce que chacun fasse sa part. C'est la part du Club La Presse de vous inviter, Gildas, pour dire nous sommes dans ce studio climatisé, mais il y a des enfants de la rue qui sont sujets, qui sont exposés à la poussière, au soleil, également à la méchanceté de l'homme. Nous avons l'occasion le samedi d'aller les visiter en photo. Justement. Merci Gildas. Merci Sass. Entre-temps, le plateau s'agrandit avec Fabrice Patom Pechesi. Bonjour. Bonjour, ça c'est bonjour à tous les confrères ici présents. Bonjour à tous nos auditeurs. Vous avez eu la grâce de ne pas avoir grandi dans la rue, Patom. Ouais, je rends grâce à Dieu. Tout comme Joachim Loco, qui a eu le bonheur également, la grâce de vivre avec ses parents dans une maison et pas dans la rue. Oui, effectivement, j'ai eu la grâce de vivre dans une maison, pas dans la rue, et c'est une grâce. Et bonjour à tous les auditeurs de Canal FM. Eh bien, nous sommes tous interpellés, les hommes et la femme que nous sommes dans ce studio, nous qui avons la grâce de vivre dans une maison avec nos parents et nos enfants, un petit geste, un tout petit geste à l'endroit de ces enfants de la rue, samedi prochain. Sylvestre, je sais déjà que vous y serez. Oui, effectivement, je crois que c'est une association que je connais un peu pour avoir un peu travaillé avec l'un des responsables, Kevin, que je salue au passage. Donc, et ils ont toujours donné du mieux pour ces enfants de rue. J'ai quand même eu la chance donc de voir tout ce qu'ils font. Cette association, je crois que ils méritent le soutien du peuple togolais. Merci. Juste un petit instant, ce samedi 8 décembre, pour aller à la francophonie, regarder ces photos, mais surtout prévoir quelque chose, ne serait-ce qu'un bonbon, ne serait-ce qu'un biscuit, ne serait-ce que quelques paquets de sucre, ou bien de sardines, ou bien de riz, pourquoi pas de la farine.
Si vous avez même des tubercules d'igname et de manioc, apportez, mais surtout de petits billets en bleu, en vert ou en violet. Vous savez les montants pour soulager un peu la peine de ces enfants. Joël Kossi-Vignon et gars de Fraternité, bonjour. Bonjour mon frère, bonjour. Vous allez montrer votre fraternité aux enfants de la rue le samedi prochain. Oui, bien sûr. Ce qui est dit est dit. Je suis un fou des enfants. Il n'y a pas meilleur monde que le monde des enfants. Merci beaucoup. Santé avec Gadiel Tchonyadi, on va y aller rapidement. Rebonjour Gadiel. Rebonjour, ça. Aujourd'hui vous avez un journal, c'est soft non? Ce qui est léger là, c'est ce qu'on dit en anglais. C'est soft? Tout à fait, soft. Un journal soft. Commençons par cette plante-là que nous côtoyons, que nous plantons dans nos maisons, mais qui nous arrive, dont il nous arrive des fois d'oublier les qualités. Il s'agit du moringa. Le moringa que vous nous faites revisiter aujourd'hui, le moringa pour stimuler le système immunitaire. Et vous commencez par nous rappeler les propriétés, les facultés de la plante, la Gadiel. Effectivement, le moringa, vous savez, cette plante a été exposée au public togolais il n'y a pas très longtemps. Donc, une plante très riche en vitamines et en sels minéraux et qui rentre dans la gamme des plantes à haut impact sur la santé par rapport à un certain nombre de programmes de nutrition. Et cette plante, elle est là, comme vous venez de le dire, dans nos maisons. Elle se trouve sous forme de poudre, ou bien on peut directement cueillir ses feuilles pour faire un certain nombre de recettes. Donc, nous rappelons que le moringa est une plante très importante pour renforcer le système immunitaire, surtout chez des malades chroniques. Ils ont besoin d'un certain nombre de déclinaisons du moringa pour renforcer leur système immunitaire. Merci. Le moringa, dont surtout les feuilles qui peuvent faire baisser la pression artérielle. Ces feuilles de moringa qui peuvent également stimuler le système immunitaire, améliorer la digestion, réduire les inflammations, aider à baisser le taux de sucre dans le sang et le cholestérol. Eh bien, revisiter le moringa et l'article nous présente les façons de consommer les feuilles, soit en sauce, soit en poudre, ou bien en infusion, voilà. Merci. Toujours à la page 2. Il peut y arriver que nous soyons surpris par une pathologie. Ça commence par les ronflements, ça continue par les étourdissements, ça peut aller même jusqu'à l'étouffement. Il s'agit de l'apnée du sommeil, qui est un trouble qui se caractérise par une interruption de la respiration. Eh bien, vous nous présentez des solutions naturelles contre l'apnée du sommeil. Tout à fait. L'apnée du sommeil, c'est une interruption involontaire de la respiration pendant un certain nombre de minutes quand on dort. Et cela est très remarqué chez les petits-enfants et aussi chez les adultes. Et très souvent, ceux qui sont victimes de cela, c'est les francs ronfleurs, ceux qui ronflent pendant le sommeil, bien sûr. Et cette interruption momentanée de la respiration peut avoir des conséquences sur la santé. Donc, on en a beaucoup écrit par rapport aux apnées du sommeil. Maintenant, nous proposons un certain nombre de recettes à base d'ail, à base de poivre noir. Comment faire ces recettes-là pour trouver une solution aux apnées du sommeil? Merci, c'est à découvrir. Un petit article de 16e de page, facile à lire. Allons-y cette fois-ci à la page 3 avec autre problème que nous avons, c'est loger bien malgré nous des vers dans nos intestins. Alors les vers intestinaux, quelles en sont les causes, les symptômes et les remèdes naturels que nous propose Santé Éducation? Oui, souvent quand on sent des démangeaisons, surtout au niveau de l'anus, ça gratte. Voilà un signe. Dès que ça commence à gratter à l'anus, il faut se dire qu'en haut, dans l'estomac et les intestins, il y a des hôtes non désirés. Il y a des douleurs au niveau de l'estomac, il y a des démangeaisons au niveau de tout le corps d'ailleurs. On peut sentir la fatigue, on peut commencer par maigrir. Donc, c'est un nombre de symptômes qui peuvent nous amener vers les vers intestinaux. Vous savez, beaucoup ignorent encore que ces vers existent. On pense que c'est pour les petits enfants qui s'amusent dans le sable.
Et voilà, mais tout le monde est sujet à ces vers. Donc, voilà les symptômes. Maintenant, il y a plusieurs alternatives, sinon au moins 2. On peut aller faire une consultation et puis avec des médicaments en pharmacie, soit faire des remèdes naturels à base d'un certain nombre de produits que nous exposons dans cet article. Et qu'on va découvrir. Nous passons cette fois-ci à la page 5. Cela nous arrive à nous tous. Hein. Mon oreille me gratte. Alors que faire, Gadiel? Oui, c'est un mal hein, qui est généralisé chez plusieurs personnes. Des fois, c'est avec les doigts qu'on gratte l'oreille, ou bien on prend des objets pointus. Voilà, ça fait du bien selon le plaisir que nous avons. Mais c'est très dangereux de gérer ce mal avec des objets pointus. On donne des conseils dans cet article. Qu'est-ce qu'il faut faire réellement par rapport aux oreilles qui grattent? C'est dû à quoi? C'est dû à l'allergie ou bien à une infection. Donc le mieux, c'est de se faire consulter pour avoir des solutions, ou bien un remède naturel que nous proposons dans cet article. Ce n'est pas un secret, mais on laisse le soin de découvrir cette recette-là. Oui, parce que vous savez, au niveau de recettes, on en a déjà parlé ici, il faut lire, pouvoir bien pratiquer. Parce qu'il y a aussi la posologie qu'il faut respecter. Donc très souvent, quand on dit remède à l'ail, il ne faut pas aller prendre plusieurs ails ou bien, c'est pas moi, faire ce qu'on n'a pas encore bien connu pour consommer. Ça peut entamer la santé. Eh bien, si nos oreilles nous grattent, cela peut être dû à des irritations, à des allergies, à des problèmes de peau ou encore à des otites et à des infections. L'article nous propose ce que nous ne devons pas faire et en même temps ce qu'on doit faire lorsque notre ou bien nos oreilles nous grattent. Nous continuons avec également un arbuste qui porte des fruits que nous plantons chez nous, dont nous consommons les fruits. C'est le goyavier et les feuilles de goyavier qui sont recommandées pour traiter les pertes vaginales excessives et malodorantes. Je regarde là-bas madame en face de moi. Commencez par nous rappeler, Gadiel, d'abord vous nous rappelez que les pertes vaginales ou pertes blanches, c'est un phénomène naturel chez la femme. Tout à fait, c'est un phénomène naturel chez la femme. Déjà, une jeune fille qui naît, déjà dans la période de puberté, elle commence par faire des pertes blanches. Et les pertes blanches, c'est un processus normal qui quitte l'utérus. Et les pertes blanches ont pour objectif d'assainir le vagin et de le rendre lubrifié. Donc, c'est tout à fait normal. S'il n'y a pas de problème, on n'a pas à développer une paranoïa par rapport aux pertes blanches. Mais quand elles deviennent excessives, c'est-à-dire abondantes, ou bien ont une odeur pas normale, là, ça doit attirer l'attention de la femme et elle peut aller se faire consulter chez un gynécologue. Ou bien, il y a des remèdes naturels à base de feuilles de goyavier qu'elle peut lire dans l'article et mettre en pratique. Merci, perte blanche naturelle. Mais encore une fois, c'est l'excès de toute chose qui est nuisible. Quand ces pertes blanches sont trop abondantes et surtout quand elles portent des odeurs malodorantes, ça peut être source de problèmes. D'où ces recettes que propose Santé Éducation, la page 3. Madame, vous connaissez la feuille de goyavier? Ce que ça peut vous faire? Mais en matière de... Comment je peux le dire? Comme on est dans le sujet actuellement, je ne connais pas les vertus dans ce domaine, mais je sais que les feuilles de goyavier ont beaucoup de vertus. Mais dans ce domaine précis, je n'en sais pas. Merci beaucoup. Un petit article que je trouve intéressant. C'est la mauvaise haleine. Ça revient souvent. C'est désagréable quand vous avez un voisin, surtout dans ce studio où nous sommes nombreux. Si quelqu'un devait avoir une mauvaise haleine, ce ne serait pas agréable. Et Gadiel, Santé Éducation nous rappelle que 80 à 90% des cas de mauvaise haleine sont dus à une mauvaise hygiène ou à bien à des maladies bucco-dentaires. Oui, on prend d'abord la mauvaise hygiène. Vous savez, l'hygiène bucco-dentaire, on en parle toujours. Il faut se brosser les dents au moins 2 fois dans la journée.
le matin et surtout la nuit avant de se coucher. C'est ce qui échappe à beaucoup de personnes, se brosser les dents la nuit avant de se coucher. Et au fur et à mesure qu'on accumule ce caractère, on peut développer la mauvaise haleine. Et comme l'expert le dit dans l'article, la mauvaise haleine peut venir aussi dans ce nombre de maladies, dont le diabète. Donc, quand quelqu'un sent son haleine qui n'est plus habituelle, le mieux, c'est de consulter le médecin pour une prise en charge. Merci. Est-ce qu'on peut se rendre compte soi-même que ce jour-là, son haleine n'est pas agréable? Oui, l'expert donne, c'est pas moi, une recette ou bien une façon de découvrir cela. On peut cracher dans le doigt, dans la paume du doigt, et après un certain nombre de temps, sentir cela. Donc, ça peut donner une odeur que nous-mêmes, on ne peut pas aimer. Mais il y a l'environnement, il y a les voisins, il y a la famille, il y a les collègues qui peuvent nous en parler. Donc, vous savez, en matière de santé, quand je suis avec SARS, par exemple, et qu'à un moment donné, je sens que la laine de SARS n'est pas normale, je le lui dis. Je lui dis, mon frère, il faut avoir le courage de dire. Avec la manière, voilà. Mais je préfère que vous me le disiez en face plutôt que d'aller le dire derrière moi. Voilà, d'aller le dire derrière que, la laine de ça, ce n'est plus vraiment ça. Donc, il faut dire ça quand on est en couple, quand on est en famille, entre amis, de dire à l'autre que votre haleine n'est plus normale. Et cela va amener la personne à aller se faire prendre en charge. Merci, surtout les candidats, veillez à ce que votre haleine ne fasse pas fuir ceux auprès de qui vous vous allez passer vos campagnes. Madame Bebleu, encore une fois. On a pris bonne note. Merci beaucoup. Eh bien, donc, nous avons fait notre devoir humanitaire en revisitant, en pensée pour le moment, en attendant d'aller à l'exposition pour les enfants de la rue. Nous avons fait notre devoir d'être en bonne santé pour faire le club de la presse. Maintenant, on peut aller au sujet sociopolitique. Et pour ça, nous avons 4 confrères. Sylvestre Béni, Joachim Loco, Fabrice Paton-Petezi, Joël Ega et notre invité surtout politique, Madame Bebleu, qui est la porte-parole de la liste bâtie. Cette liste bâtie qui veut prendre les 10 députés du Grand Lomé, n'est-ce pas, Madame Bebleu? Effectivement. Eh bien, pour ça, il faut que le Togo vive, pour que vous puissiez battre campagne. Or, le Togo a été décrété mort hier. Or, il y a quelques journaux qui ont revisité le Togo mort hier avec ces titres. Le confrère La Lanterne qui écrit à la page 6, Journée Togo mort partiellement suivie. Réussite ou échec, se demande La Lanterne, pendant que Dunia Le Monde, Joachim, vous trouvez tout simplement que l'opération Togo mort de la coalition a été très peu suivie, pendant que le dialogue lui trouve carrément que les Togolais ont vaqué librement à leur occupation hier. Ce matin, nous avons suivi, vous et moi, Madame Adjambo Johnson s'exprimant sur les antennes d'une radio d'une radio mondiale, qualifiée l'opération Togo mort de mitigée. Joachim Loco? Oui, elle-même, la coordinatrice de la C14 a reconnu que la mayonnaise n'a pas tellement pris, et donc il va falloir que l'opposition repense à de nouvelles stratégies, sinon cette stratégie de mobiliser mobiliser ces militants à baie qui sont cantonnés à baie, ou bien de décréter Togo mort sans que cela n'ait un réel impact sur le déroulement ou bien le blocage du processus. Je pense quand même qu'il va falloir que la C14 repense à de nouvelles stratégies pour pouvoir aboutir à sa fin. Merci beaucoup. Un petit commentaire aussi, Sylvestre Béni, sur l'opération Togo mort hier? Non, je crois que tout le monde a reconnu que ça, c'est mitigé, c'est mitigé. Et puis bon, la coordination de la coalition l'a également dit. Mais ce qui est intéressant à retenir dans sa déclaration, elle disait justement que les Togolais voudraient plus d'action que d'un Togo mort. Donc elle en a pris bonne note, et puis il y aura d'autres actions dans les prochains jours. Merci. Paton, un petit mot sur le Togo qui était supposé mourir hier.
Oui, bon, quand on parle de mitigé, quand un politique parle surtout quand c'est la personne qui a organisé l'opération, que c'est mitigé, il faut complètement dire que ça n'a pas marché, parce que l'organisateur ne dira jamais que ça n'a pas marché. Donc c'est une manière d'atténuer un peu les choses. Les Togo morts qu'on a connus en septembre d'une certaine année, ce n'est pas ce qu'on a connu hier. Hier, la ville était plus que vivante. Mais il faut dire que contrairement aux marches quand même qui ont drainé des foules ces derniers jours dans certaines localités, l'opération Togo Mort n'a pas vraiment eu un impact sur les activités socio-économiques, en tout cas pour ce qui est de Lomé, où j'y étais depuis hier. Merci. Et vous, Joël? Je crois que si Togo Mort a été vraiment mitigé à Lomé, elle n'a pas été mitigée à Tchamba, à Sokone, à Mango, en fait du moins dans certaines milieux de l'intérieur du pays. Donc à l'échelle nationale, on ne peut que le qualifier de mitigé, puisque ça a été presque à 95% à Sokone, enfin dans la région centrale et dans la région des savanes. Maintenant, je crois que ce qu'il faut tirer, les conséquences qu'il faut tirer, l'analyse qu'il faut en faire, c'est ce que la responsable de la coalition elle-même a fait. Parce qu'on ne peut pas comprendre que vous avez mobilisé près de 500 000 personnes le samedi et vous appelez un ordre à vous lancer un mot de Togo Mort et ce n'est pas très suivi. Ça veut dire que c'est pas ce que les gens attendent. Les gens attendent de quelque chose de plus chaud, quelque chose de plus de plus action. Voilà, plus d'action, quelque chose qui peut facilement en découdre, qui peut apporter une réponse à la situation qu'il traverse. Et donc, je crois qu'elle-même, elle l'a bien analysé. Et on attend de voir dans les jours à venir, comme la coalition l'a annoncé, qu'est-ce qui sera fait pour vraiment arrêter ces élections vers lesquelles on y va et où Madame Gbebleou est candidate. Merci. Eh bien, l'occasion pour nous de rappeler la pensée du jour hier. C'est le vieux sage Confucius qui avait écrit, je cite, « Quand il est évident que ton objectif est inatteignable, ne change pas d'objectif, mais change ta manière d'atteindre cet objectif. » Que ceux qui ont des oreilles, qui l'écoutent, et après avoir écouté, qu'ils mettent en pratique. Oui, Patom? Si tu permets, je crois que l'opération Togo Mort hier avait un sens bien précis que le politique qui l'a programmé a pensé. C'est-à-dire que hier, c'était le début de la campagne électorale et il fallait prouver aux yeux du monde qu'en réalité, que c'est vous qui avez le peuple. Et que, puisque généralement, qui dit en campagne électorale, dit animation dans différentes localités. Et donc, je crois que c'est un peu la symbolique que la C14 a voulu démontrer pour dire, bon voilà, pour parler de campagne électorale, nous allons vous prouver que vous n'aurez personne à qui parler. Alors, donc, sur cet aspect-là, je crois que c'est un échec qu'il faut bien analyser au niveau de la C14. C'est un peu comme la question du recensement où on a demandé aux gens, n'allez pas vous faire recenser. Alors aujourd'hui, nous avons certains chiffres, c'est vrai que ça fait polémique, mais quelque part, il faut comprendre un peu ces différentes leçons qui réjaillissent un peu des initiatives qu'on essaie de prendre à un moment donné. Merci. Chapitre suivant, c'est les confessions religieuses et l'actualité sociopolitique ici au Togo. Je vous livre quelques titres de journaux et nous faisons un rapide tour de table. Commençons par le confrère Le Dialogue qui nous rappelle que le samedi dernier, la communauté musulmane Tidjania du Togo avait organisé une séance de prière pour des élections apaisées. Donc une communauté musulmane, notamment les Tidjania, qui avait prié le samedi dernier, c'était sur le terrain de Foreva, pour des élections apaisées au Togo. Et puis aujourd'hui, autre journal, c'est Tingo Tingo, le journal Tingo Tingo qui écrit que les autorités togolaises ont demandé aux pasteurs du ministère international Sauvons l'humanité pour Jésus, eh bien, les autorités togolaises ont demandé à ce ministère de prier pour la paix au Togo.
Et non seulement les autorités ont demandé cette prière-là, mais ils ont envoyé des délégations pour aller demander une séance de prière auprès du ministère international Sauvons l'humanité pour Jésus. Je continue avec le confrère La Lanterne. La Lanterne qui écrit ce matin à la page... non, plutôt avant La Lanterne, c'est la manchette. Sylvestre Béni, votre journal écrit à la page 6 que après les catholiques, c'était hier le tour des églises méthodistes et presbytériennes de demander le report des élections législatives. La Lanterne renchérit et qui écrit, La Lanterne qui écrit que les responsables des églises méthodistes et presbytériennes ont sorti une déclaration dans laquelle elles ont appelé les autorités togolaises à privilégier la recherche de solutions consensuelles et durables de la crise actuelle et à repousser de quelques mois les élections législatives. Sylvestre Béni? Oui, effectivement, on voit que aujourd'hui les religieux montent beaucoup plus au créneau pour demander le report du scrutin. Parce que eux tous craignent des violences. On en a connu donc dans ce pays, donc tout le monde évite qu'on en arrive encore là. Et donc après la conférence des évêques, c'est les méthodistes et les presbytériens hier qui ont organisé un point de presse, on peut le dire ainsi. Hier donc dans leur temple au niveau donc de Asigame, où ils ont clairement demandé donc le report donc du processus actuel parce que c'est pas consensuel, c'est non inclusif. Et ce qu'on pourra également retenir, je crois que nous ce matin nous avons quand même publié l'intégralité donc de leur message, mais je crois que ils demandent également aux hommes politiques maintenant leur assistance pour un dialogue profond et enfin qu'on puisse quand même arriver à enlever quand même tous les blocages qui empêchent à ce qu'on fasse donc les réformes avant les élections. Je crois que c'est la suite logique de tous les religieux, si on peut le dire ainsi. Et on espère que les politiques vont entendre raison. Peut-être, mais il y a les églises catholiques, méthodistes et presbytériennes qui demandent que les élections soient reportées. Mais il y a ce ministère-là auprès duquel Tingo nous écrit que les autorités ont envoyé des délégations pour prier. Et il y a également cette confession musulmane, notamment les Tidjaniya, qui ont prié pour la paix, pour ces élections, comme pour dire, Patom, que même Dieu ne parle pas le même langage pour ce qui concerne ces élections du 20 décembre. Je n'ai pas vu la voix de Dieu nulle part. Non. Je n'ai vu la voix de Dieu nulle part. C'est les hommes qui implorent. Ce sont les hommes de Dieu. Non, ce sont des religieux, parce que nous sommes tous hommes de Dieu. Donc, ce sont des religieux quand même. En tout cas, c'est un peu ça la religion. Tout le monde va demander. Vous pouvez même aller demander des choses contradictoires. C'est-à-dire, je prends par exemple l'exemple d'un match de football. Je joue contre SAS. Nous tous nous demandons à Dieu la victoire. C'est en cela il faut que parfois comprendre qu'il y a des moments où Dieu vous laisse faire. Et parce qu'il ne prendra pas parti pour X ou Y. Mais ce qu'il y a lieu de dire, effectivement, il y a une certaine inquiétude au niveau de la communauté religieuse par rapport aux élections. Et je crois qu'il ne faut pas être religieux également pour nourrir ces inquiétudes-là. Parce qu'en réalité, quand c'est pas consensuel, quand tout le monde n'y va pas, quand quelqu'un veut organiser, l'autre dit qu'il va empêcher, il y a de quoi à être inquiet, qu'on soit d'un camp ou d'un autre. Et donc, je crois que c'est pour cela, certains demandent à ce que ça se passe bien. Et donc, ce n'est que de bon guerre. Maintenant, qu'est-ce que le bon Dieu décidera? C'est possible qu'on se fasse plus de peur que de mal. Mais je crois que c'est aussi important de l'exprimer si vous sentez que ce qui est en train de se passer, vous avez l'impression que ça risque de ne pas bien se passer. Il faut le dire. Mais peut-être que les faits peuvent vous donner raison. On ne le souhaite pas, ou ces mêmes faits peuvent vous donner également tort pour dire que vous faisiez plus de peur que de mal. Et donc, je crois qu'au niveau de l'Egbasito dont nous parle Tingo, effectivement, on a vu des candidats du Parti UNID qui étaient pour solliciter le bon Dieu. Et donc, je crois que c'est la campagne, tout le monde est lancé. C'est nous qui allons voter. Et puis, bon... Qu'est-ce que Dieu fera exactement?
certains iront voir les marabouts, d'autres iront voir les charlatans. Chacun, en fonction de sa croyance, va solliciter son bon Dieu. Et bon, l'essentiel, c'est que ça puisse bien se passer. Merci, mais Joël, les gars, c'est également un peu un constat que cette prise d'opposition des églises catholiques, méthodistes et presbytériennes, cette prise d'opposition agace quelque peu les autorités togolaises. Oui, mais il va de soi. Il va de soi. Et moi, je suis étonné que ça les agace. Parce que, non, je crois que les églises sont quand même restées dans leur... dans la posture qu'ils ont pris depuis les premiers jours qui ont suivi le 19 août. Moi, je crois que c'est vrai, on a un régime réfractaire que les communiqués, les réactions, les déclarations ne sont pas prêts à faire rebousser chemin. Mais je crois que quand on reprend d'abord la date que les méthodistes et presbytériens, qu'on appelle habituellement, communément les protestants, que la date que les protestants ont choisi pour faire leur déclaration, c'est, pour souvenance, c'est les 16 ans, les 17e anniversaire du coup d'État contre la démocratie togolaise, où la primature a été attaquée. Je voudrais juste rappeler que pour ceux qui sont 3 décembre 91, voilà. Ça doit faire mathématiquement 27 ans. 27 ans. En fait, 27 moi j'ai ans. fait la série A, mais je trouve quand même 27 ans. Oui. Non, j'avoue, j'illustre ici que j'étais vraiment nul en maths. Oui. Bon, tu étais certainement mieux que moi à la matière. Donc, moi, voilà, 27 ans. Et les méthodistes, ils sont allés plus loin que ce que les catholiques ont déclaré. Les catholiques ont tenu un discours de père de famille, mais les méthodistes, c'est un discours presque invocateur. Un peu dans la dynamique de ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, où vous allez voir ça, l'inquiétude, c'est que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, les appels vont plus au soulèvement. Dans tous les sens, les appels vont plus au soulèvement pour empêcher ces élections-là unilatérales qui vont se tenir. Et je veux juste citer cette verset-là qu'ils ont pris. Il dit: ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Mais plus loin, quand ils prennent Romains 5, 3, 4, ils invitent les populations à ne pas se laisser faire et à réclamer leurs droits. Maintenant, par rapport à ça, par le passé également, la réponse très souvent c'est l'Union musulmane qui prête souvent le flanc au pouvoir, qui aux antipodes des autres communautés religieuses accepte faire une prière. Pourquoi l'Union musulmane n'a pas accompagné aujourd'hui le pouvoir unir dans sa démarche unilatérale vers les élections qui divisent? Et pourquoi on a choisi d'aller se cantonner à une petite église quelque part, à une confrérie musulmane? Mais quand vous voyez dans la sous-région, on a l'impression que ça ressemble un peu à ce que Ouada a orchestré chez lui pour forcer son 3e mandat, où même sa communauté religieuse l'a rejeté et il est allé se contacter d'une petite confrérie qui finalement, ses prières n'ont pas pu le sauver. Pour forcer Merci. On va finir ce tour avec les prochains locaux. Les sorties des églises catholiques, méthodistes et presbytériennes rejoignent ce que la coalition des 14 dit, et également la prise d'opposition de quelques associations, organisations comme le Front citoyen Togo debout, tout comme le mouvement Espérance pour le Togo, également la vice-présidente du Parlement de la CEDEAO qui est sortie dernièrement pour demander elle aussi que les élections soient reportées de quelques temps, question de mieux organiser. Oui, mais je pense quand même que on n'a pas besoin d'être un expert en sciences politiques pour savoir qu'au Togo, ça ne va pas en ce moment où le pouvoir veut coûte que coûte organiser ces élections et que l'opposition dit que nous allons empêcher coûte que coûte cette élection. Et ça veut dire quand même qu'il y a péril en la demeure. Et donc il va de soi que les autorités religieuses qui sont les autorités morales
quand même attire l'attention des uns et des autres. Moi, ce que je ne comprends pas, ces autorités religieuses sont des guides spirituels de ces hommes politiques, mais ces hommes politiques ne les écoutent pas. Il va falloir quand même que les acteurs politiques, que ce soit du côté du pouvoir ou bien côté de l'opposition, entendent raison pour que on dépose balle à terre et pour que ensemble on puisse résoudre cette crise. Juste clore ce chapitre pour rappeler que le Togo est un État laïque. Même s'il y a liberté de religion, l'État lui-même est laïque. Il y a séparation entre l'Église, ou bien il y a séparation entre la religion et l'État. C'est la conclusion qu'on peut faire. Avant cette conclusion, il faut dire que, en tout cas pour ce qui est des pratiques religieuses, il n'y a aucune religion au monde où si vous allez demander de prier pour vous, on refuse. Et donc, contrairement à ce que dit mon ami Joël, si vous allez demander à n'importe où dans une mosquée, vous dites qu'on prie pour vous, on va prier pour vous. Il n'y a aucune communauté religieuse où on vous dira non, on va pas prier pour vous parce que vous êtes ceci ou cela. Puisque si je reviens maintenant, à ma communauté religieuse qui est catholique, c'est d'abord pour les pécheurs. Et donc, naturellement, c'est à bras ouverts qu'on accueille les pécheurs pour essayer de les changer. Oui, Sylvain, non. Du moins sur le message des religieux. Tout à l'heure tu disais. Il y a plusieurs religieux. Non, je parle de tout le monde. Je mets et les musulmans. Tout à l'heure tu disais qu'il y a en fait une contradiction. Non, si nous prenons peut-être l'église là, le MJ, l'église de Dassivera, en fait ils sont partis là pour prier pour la paix. Et quand vous évoquez également cette confrérie musulmane, ils prient également pour la paix. Et quand nous prenons les autres églises, ils demandent à ce qu'on reporte l'élection, ne serait-ce que pour sauver la paix. Donc en réalité, ils sont dans la même logique. Sa façon de voir la paix. Oui, ils sont dans la même logique. Mais je voulais rappeler ceci. Vous savez, la sortie, il y a Monseigneur Bariga qui disait, je crois en 2014, il a accordé une interview au journal français La Croix. Il disait qu'il suffit d'une étincelle pour embraser le Togo. Il a dit en 2014. Donc aujourd'hui, vous verrez que tous les religieux sont quand même en alerte. Ils veulent quand même qu'on sorte quand même de ce carcan là, parce que figurez-vous, en 2005, ils ont même fait des marches en 2005 où ils sont partis voir le président intérimaire. À l'époque, c'était Abbas Bonfo. Ils demandaient le report donc du scrutin. Ils n'ont pas obtenu gain de cause. Et finalement, nous avons vu ce que le Togo a enregistré plus de 400-500 personnes tuées selon l'ONU. Donc aujourd'hui, ils sont dans la même logique d'alerte. Il faudrait, pour une fois, que les autorités comprennent le message vite et que demain on ne soit pas encore là à enregistrer des morts. Merci. Ça, tu permets. Je veux juste analyser que si on comprend la logique de Fabrice aujourd'hui, et si l'Église catholique il fait même des messes pour les pécheurs. Si on comprend Fabrice, c'est le pouvoir qui porte aujourd'hui l'habit du pécheur. Non, s'il vous plaît, n'allons pas ouvrir d'autres chapitres. Mais restons dans le sujet. Dieu, nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous sommes une communauté de pécheurs. Merci beaucoup. Eh bien, pour continuer, dans ce contexte où nous sommes déjà depuis hier en campagne électorale, il s'est passé une cérémonie il y a quelques jours et que nous rappelle le confrère La Dépêche. Il s'agit de la dédicace ou bien de la présentation d'un ouvrage écrit par des universitaires. Cet ouvrage dont le titre est « Élections et violence politique en Afrique noire, enjeux et défis, cas du Togo ». Il s'agit d'un ouvrage en 4 tomes écrit par des universitaires, dont un certain professeur Kadanga, qui préside la CENI, avec ses collègues professeurs. Ils ont écrit cet ouvrage en 4 tomes qui porte élections, violence politique en Afrique noire, enjeux et défis, cas du Togo. Je vous invite, chers confrères, à vous procurer cet ouvrage-là et à le lire, et peut-être que nous en discuterons un prochain jour. Maintenant, ouvrons la campagne électorale, qui est déjà ouverte depuis hier. Nous en sommes au 2e jour. Revue de presse avec le confrère, le journal Kamgou, qui écrit « Boycott de processus électoral par la coalition des 14. L'histoire risque-t-elle de se répéter ?» Ce à quoi Forum de la semaine lui écrit « Démarrage
depuis hier de la campagne électorale, 850 candidats dans le starting block. Et pour Forum de la semaine, la population togolaise refuse le diktat de la C14. Joachim Loko, votre journal Dunia Le Monde, vous nous donnez des précisions aussi, qui sont 850 candidats, mais d'aucuns disent 856. Officiellement, la CENI a dit 850, donc vous référez à la CENI. Oui, donc 850 candidats en campagne pour 91 sièges. Et vous aussi, vous relevez que la campagne a démarré pour des élections qui auront lieu malgré le boycott de la C14. Oui, la campagne a démarré timidement hier. Hier, soit les états-majors des différentes listes ou bien des différents partis ont quand même lancé leur candidat à l'assaut, si je peux m'exprimer ainsi, des 91 sièges. Et donc, mais ce que nous remarquons sur le terrain, il n'y a pas tellement d'engouement. Non, nous n'en sommes qu'au deuxième jour. Oui, nous n'en sommes qu'au deuxième jour, mais moi je suis dans la banlieue. Diesel. Oui, non, je suis dans la banlieue nord de Lomé. J'ai quitté la banlieue jusqu'à venir dans les studios de Canal FM. Bon, il n'y a pas trop d'engouement. Bienvenue à Lomé. Il n'y a pas. Il n'est pas hors de Lomé, il est dans la banlieue nord. Dans la banlieue nord, je suis à Lomé, mais dans la banlieue. Et donc, il n'y a pas tellement d'engouement. Là, on se pose des questions. Vous savez que le scrutin de cette année, les législatives ressemblent quand même à ce qui s'est passé en 2002 pour rejoindre le confrère Kangou. Oui. Il n'y a pas tellement d'enjeux, si bien que c'est comme si un Real de Madrid qui joue contre une équipe comme Metz, une équipe de la première division en France, Metz ou bien Montpellier. Il n'y a pas tellement d'enjeux. Pour qu'il y ait d'enjeux, il va falloir que les poids lourds, les poids lourds de la C14 s'affrontent aux poids lourds de l'Union pour qu'il y ait un véritable enjeu. C'est pour cela que des gens vous diront qu'ils sont toujours poids lourds, notamment les gens de MPDD, de l'ENET, de PDP, de CLE, de MRC, de CPP, du FC. Il y a même le parti ATE de notre ami Irénée Napo. Sans oublier les candidatures indépendantes, Joachim, tout ce beau monde-là vous dira qu'ils sont des poids lourds. Et combien ont eu à rafler des voix ou bien à être... les prochaines Quand même, on ne peut que comparer par rapport à ce qui s'est passé. En 2013, il y a eu des législatives, les gens ont déposé des dossiers ou bien leurs candidatures, mais on connaît quand même leur score, jusqu'à quand même que ça serait quand même bon que les deux poids lourds, c'est-à-dire les partis de la C14, s'affrontent à l'Union, pour que ça soit un véritable classico. De toute façon, on mesure le poids réel. Est lancée depuis hier, de chaque acteur. Le dialogue nous écrit que plusieurs partis politiques dans une opération de charme. Plusieurs partis politiques, mais également des listes indépendantes. J'en reviens à vous, Madame Bebleou Maoudeka Chérita. C'est vous qui êtes la tête de liste des indépendants bâtis. Non, pas la tête de liste, mais une candidate sur la liste. Ah, vous êtes candidate? Oui. Ah, ok. Eh bien, vous êtes quand même la porte-parole de Bâtir dans ce studio. Oui. Eh bien, dites-nous, vous avez écouté les titres de quelques journaux, vous avez écouté quelques commentaires. Qu'est-ce qui vous pousse, vous qui figurez sur la liste Bâtir, qu'est-ce qui vous amène à participer à ces élections dans les contextes dont nous débattons? Merci beaucoup, Stas, de m'avoir donné la parole. Je dirais tout simplement que d'abord, Bâtir, c'est une liste indépendante de jeunes candidats qui se sont engagés pour aller, bien sûr, à l'hémicycle pour défendre la jeunesse. Parce que le constat est clair, et de cela des années, les jeunes ne sont plus représentés à l'Assemblée nationale. Les jeunes sont absents au poste de décision. Pourquoi encore laisser cette élection législative passer alors que nous sommes dans la masse? On est toujours dans la masse. On se dit non, nous allons militer pour tel, nous allons militer pour tel. Il est temps de prendre le devant de la scène. Il est temps que les jeunes puissent apporter des idées novatrices, bien sûr, pour la construction de ce pays. Donc, c'est cette vision-là qui nous a poussé, bien sûr, à nous positionner en tant vision noble, mais le contexte encore une fois, notamment la coalition relayée par d'autres voix, même à l'extérieur, qui disent que les élections là ne sont pas organisées dans des conditions inclusives, que tout paraît déjà joué d'avance.
Vous savez, ça, chacun a un choix dans la vie. Nous avons tous un choix et nous sommes ici en politique. Si la C14 veut boycotter les élections, il est également dans son droit. C'est un choix personnel que la C14 a fait. Il va falloir respecter, bien sûr, ce choix. Mais nous, au niveau de la liste indépendante Bâtir, c'est la jeunesse qui nous incombe aujourd'hui. Il va falloir que la jeunesse se positionne. Il va falloir que la jeunesse prenne le devant de la scène. On a été, durant des années, berné par les partis politiques. On est toujours comment je peux le dire, entre le marteau et l'enclume. On nous dresse par-ci, par-là. Quand les élections arrivent, c'est les jeunes qui sont bien sûr des brebis galeux. Maintenant, il va falloir que les jeunes se positionnent aussi sur la liste pour dire non, nous allons à l'Assemblée nationale pour pouvoir défendre la jeunesse. Nous allons à l'Assemblée nationale pour pouvoir défendre la jeune génération. Voilà. Eh bien, vous êtes jeune, vous êtes porteur d'ambition, mais il y a des branches jeunes dans tous les partis politiques. Nous devons en avoir 113. Alors, Madame Gwebleu, vous et vos camarades, vous ne trouvez pas de place dans aucun de ces 113 partis politiques? Vous savez, je l'avais dit tout à l'heure, les partis politiques, bien sûr, on peut rêver grand, devenir peut-être parti politique dans les années à venir. Mais aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est que il faut aller en tant qu'indépendant, pas sous la bannière des partis politiques, parce que les partis politiques, chacun vit avec sa vision, chacun vient vous berner sur le terrain. On va faire ci, on va faire ça. Après 5 ans, ils reviennent. Le résultat est toujours négatif sur le terrain. Il faut aller maintenant, en tant qu'indépendant, en tant que jeune, se souder les côtes pour aller, bien sûr, à l'hémicycle, pour proposer des lois, faire des plaidoyers. Il faut aller aux côtés des aînés, leur dire que non, miaou et moi, Léo, quoi. C'est nous qui souffrons sur le terrain. Il va falloir maintenant aller à l'hémicycle pour dire à nos aînés, être à leur côté pour leur dire non, il va falloir que vous nous faites tel. Et après 5 ans, on croit bien sûr que la jeunesse togolaise aura quand même un modèle en qui se confier. Eh bien, c'est ce message-là que vous portez pour les populations du Grand Lomé. Donc, la liste Bâtir est seulement à Lomé. Bien sûr, dans la circonscription électorale du Grand Lomé. Oui, Céleste Béni. Oui, en fait, pardon, je voulais quand même poser une question à Madame Cherita Gwebleu. Tout à l'heure, elle disait que la liste Bâtir sera l'hémicycle au Parlement pour défendre la jeunesse. J'aimerais vous demander, madame, est-ce que vous avez une fois participé à la manifestation de la coalition et vous demandez, est-ce que vous avez vu ces milliers de jeunes là qui sont dans la rue et qui demandent à ce que les choses aillent pour le mieux avant qu'on aille aux élections? Merci la beaucoup. Deuxième chose... Non, elle répond d'abord. Voilà. Ah, merci beaucoup. Et puis, pour la question. Vous êtes 4, chacun pose une question. Ouais, madame... J'enchaîne en même temps. Non, elle répond d'abord à votre question. Merci beaucoup pour la question. Nous, en tant qu'indépendants Bâtir, nous ne sommes pas contre les jeunes de l'opposition, nous ne sommes pas contre les jeunes du parti au pouvoir, parce que lorsque nous serons à l'Assemblée nationale, si c'est le parti au pouvoir qui vote une loi qui va dans l'avantage des jeunes, ou bien de la population tout entière, on dit oui. Si c'est l'opposition qui vote une loi qui va dans l'avantage de la jeunesse, on dit oui également. On peut faire également des plaidoyers. On fait appel aux bailleurs de fonds. Donc, on n'est pas contre les jeunes de l'opposition, ni contre les jeunes du parti au pouvoir, mais nous irons défendre toute la jeunesse togolaise dans toute sa dimension à l'Assemblée nationale. Voilà. Oui, donc ça, je crois que ma question demeure d'autant plus que oui justement ma question demeure. En fait, l'idée c'est d'aller défendre ces jeunes-là. Et tout à l'heure, elle disait il faudrait pas qu'on soit à l'hémicycle avant de défendre un projet ou une initiative. Donc, je ne voudrais pas qu'elle soit là avant de défendre. Je dis ces jeunes-là sont déjà dans la rue. Alors, pourquoi ne pas déjà chercher à les défendre avant d'aller à l'hémicycle? Vous savez, il y a déjà des actions qui sont faites par ces jeunes-là, ces 20 candidats qui sont sur la liste Bâtir. On a déjà des petits projets sociaux et on s'est dit, si on n'est pas encore au Parlement et on arrive quand même à poser ces actes, pourquoi ne pas aller, pourquoi ne pas oser, pourquoi ne pas être audacieux pour aller bien sûr à l'hémicycle et faire plus que ça? Patom Fabrice? Oui, généralement au Togo, quand on interroge un peu le passé du Togo en ce qui concerne les élections, les listes indépendantes n'ont pas assez de chances, ou je dirais n'ont pas du tout de chance généralement face aux partis politiques. Alors c'est vrai que ces législatives sont un peu particulières parce que boycottées par une bonne partie de l'opposition. Alors il paraît que face à la situation, le pouvoir aurait créé des listes indépendantes pour avoir des challengers en face et qu'il y aurait aussi des partis de la C14 qui, par faute de courage, passent par des visages qui se présentent aujourd'hui comme indépendants. Est-ce que vous vous retrouvez dans l'un ou l'autre cas? Une
question pertinente que bon nombre de Togolais aujourd'hui se posent. Je me dis, si c'est le parti au pouvoir qui va financer la liste indépendante Bâtir, pourquoi encore créer une liste indépendante? C'est une perte de temps. Il faut plutôt s'aligner sur la liste de Unir et puis on y va aux élections. Si c'est le parti au pouvoir, c'est le parti de l'opposition plutôt qui va nous financer. Pourquoi? Il faut plutôt se positionner sur la liste de la C14 et on y va aux élections. C'est une perte de temps si on va nous cacher la face pour se présenter sous la bannière d'indépendants. Mais nous sommes ici en tant qu'indépendants Bâtir. Donc en somme, Madame Gbebleou, ni Uni ni la coalition ne vous a sous-traité. Pas du tout. Nous sommes indépendants et indépendants en gras. 93.5 Canal FM. Nous revenons dans ce studio, toujours dans le cadre de la deuxième journée de la campagne électorale pour les élections du 20 décembre prochain. Autour de nous, Joachim Loco, Sylvestre Béni, Fabrice Paton-Petezi, Joël Lega. Je rappelle que Gadiateur de Santé et Éducation et notre ami de Health International sont toujours avec nous. Mais notre invité politique, c'est Madame Gbebleou, qui est la porte-parole de la liste Bâti, qui ambitionne de remporter les 10 sièges du Grand Lomé, n'est-ce pas, Madame Gbebleou? Nous sommes déterminés à engager à les rafler. Et sur votre liste, combien y a-t-il de femmes pour d'hommes? On a 8 femmes, 12 hommes. Nous sommes dans une dynamique parité, Madame Gbebleou. Bien sûr, on a quand même essayé d'être à 45% parce que aujourd'hui, il y a encore, comment je peux le dire, cette réticence là auprès des femmes pour se positionner auprès des comment je peux le dire, des postes de décision. Quand il s'agit de la politique, les femmes ont toujours cette réticence là. Donc c'est pourquoi la gente féminine que je représente ici, on s'est dit, lorsqu'on ira à l'Assemblée nationale, c'est le moment de sensibiliser encore plus nos jeunes filles qu'il faut aller au devant de la scène politique. Eh bien, vous êtes en compétition dans le Grand Lomé. Je rappelle que Lomé c'est la capitale, Lomé c'est banlieue. Ça va de Zanguera jusqu'à Baguida, à Gouénévé, tout ça. Oui. Or, c'est dans le Grand Lomé que l'opposition manifeste le plus. Joël Lega disait tantôt que le samedi dernier, la coalition avait sorti, certains disent 500 000, d'autres 700 000. Ça veut dire que Lomé, le Grand Lomé, est le théâtre de prédilection de la coalition. Alors, dans ce contexte-là, comment pensez-vous faire passer vos messages de participation à ces élections ici à Lomé? C'est hier qu'a démarré la campagne électorale. Nous avons quand même 14 jours devant nous. Nous irons auprès de la population. Mais comment vous leur expliquer bien sûr notre vision. Parce que d'abord la liste indépendante Bâtir, c'est la première fois que nous positionnons en tant que sur la liste pour les élections législatives. On a jamais fait nos preuves. Donc nous allons leur expliquer notre vision parce que nous, on n'est pas parti politique, on n'est pas parti au pouvoir, on n'est pas parti de l'opposition. On est des indépendants et nous sommes bien sûr des jeunes. Et des jeunes, 20 jeunes sur la liste des indépendants pour les élections législatives. Je crois que c'est quand même une invitation que nous lançons à la population togolaise, que ce soit nos mamans, nos papas, nous-mêmes les jeunes. Il va falloir quand même qu'on prenne notre responsabilité à bras le corps. Il va falloir quand même qu'on comprenne notre vision pour pouvoir nous voter le 20 décembre. C'est la seule solution. Madame, une campagne électorale, même si vous n'êtes que dans le Lomé, ça a besoin de moyens, notamment de l'argent. Effectivement. Oui. Vous en avez? On a des moyens, le peu de moyens qu'on peut. Il y a des porte-à-porte à faire. On n'a pas besoin de grands moyens quand même pour pouvoir mobiliser la population. Mais l'essentiel, c'est que le message que vous véhiculez puisse être compris par la population. Même si c'est 5 personnes qui peuvent vous voter, il faut que les 5 personnes puissent vous voter avec le cœur, qu'ils comprennent vos idéaux. C'est le plus important. Je rappelle que Unir ambitionne d'avoir les 4/5 pour les élections à venir. L'UFC ambitionne, elle aussi, obtenir la majorité. Alors, vous, quelles sont vos ambitions dans le Grand Lomé, la liste Bâti? Nous sommes engagés, comme je l'avais dit tout à l'heure, à rafler les 10 sièges. Pardon? Les 10 sièges du Grand Lomé. Ici, dans le Grand Lomé. Bien sûr. Mais vous avez en face de vous et Unir et UFC et les autres. Hein? On n'a pas du tout peur parce que je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas contre l'opposition, nous ne sommes pas contre le parti au pouvoir, mais nous, c'est la jeunesse togolaise qui nous incombe. Et quand on parle de la jeunesse togolaise, nos mamans, nos papas doivent comprendre l'enjeu. Et bien sûr, nous suivre pour qu'ensemble, on puisse rafler les 10 sièges dans le Grand Lomé. Je vois les gars, Notre-Dame ne manque pas d'ambition. Hein? Non, mais pour
Je vois déjà Joël sous le charme. Non, je suis. Je voudrais juste. Je le mets juste à la place de Madame Gebleou et pour voir ce qu'elle vit dans son quartier. Matin, midi, soir. Quand vous êtes entouré dans votre voisinage, vous n'avez que des jeunes des jeunes au nom de qui vous estimez parler, mais qui ne se retrouvent pas dans le processus auquel vous apportez caution. Je me demande comment vous passez votre quotidien. Et là, je reviens sur cette image qui a fait le tour des réseaux sociaux où des équipes de campagne sont déjà huées à visage, comment vous l'appelez, ils sont véhément hués. Madame Gebleou, est-ce que vous assumez de rentrer dans en politique par ce canal-là, le canal de déconfiture actuel? Madame? Vous savez, nous sommes là aujourd'hui et nous avons une vision. Nous avons un programme de société bien structuré. Déjà 5 volets. On a l'éducation, on a la santé, on a l'environnement, on a l'agriculture et la gente féminine que je représente valablement dans ce studio. Donc je crois bien sûr qu'avec ce programme de société, nous sommes bien partis pour pouvoir être entendus par la population. Nous sommes bien partis pour pouvoir représenter cet électorat à l'Assemblée nationale et je crois bien sûr que tout ira pour le mieux et ensemble nous allons construire notre beau pays, le Togo. Alors quelqu'un voudrait savoir quels sont vos symboles, quel est votre emblème? Notre emblème d'abord c'est l'indépendant bâtir. Alors nous avons pris comme emblème truelle, la truelle que les maçons ont l'habitude d'utiliser dans un hexagone et notre couleur c'est bien sûr le blanc et le violet et nous sommes bien sûr à la première position sur le bulletin de vote. En quelle position? La première position sur le bulletin de vote. Eh bien ici dans le Grand Lomé, la liste indépendante que vous voyez tout en haut du bulletin, c'est Bâti de Togo. Oui. C'est ces jeunes-là, ces 8 jeunes dames et ces 12 jeunes hommes qui ambitionnent de bâtir le Togo. Et vous commencez par le Grand Lomé. Bien sûr. Et vous réaffirmez que vous ambitionnez de remporter les 10 sièges dans le Grand Lomé. Tous les 10 sièges dans le Grand Lomé. Nous serons là pour en parler au soir du 20 décembre, madame. On va en parler. Même si c'est un seul siège, je le rappelle, même si c'est un seul siège. Non, pas du tout. Nous sommes prêts à rafler les 10 sièges. Mais il faut que ça soit clair. Même si c'est un siège, l'histoire retiendra qu'il y a des jeunes dynamiques, des jeunes battants qui ont eu bien sûr à faire leur preuve sur le terrain et ils ont laissé quand même des empreintes. Voilà. Bon, pour la bataille, vous en avez, hein, vous êtes seule de femme devant 8 hommes ici, mais vous ne vous laissez pas damer le pion. Pas du tout. Oui, Patom? Oui, je voulais juste, la jeunesse est souvent relative, je voulais juste savoir quelle est la moyenne d'âge au niveau de bâtir. C'est vrai que madame qui est ici est jeune. Elle paraît jeune, mais elle est jeune. J'espère que derrière cette jeunesse ne se cache pas des vieillards entre griffes. Bref, c'est quoi la moyenne d'âge? Vous savez, cette jeunesse dont parle le groupe indépendant Bâtir, c'est de 7 à 77 ans. Mais je vous assure tout de suite qu'il n'y a personne sur la liste des indépendants Bâtir qui dépasse 50 ans. Donc nous sommes bien sûr dans la fourchette d'âge de la jeunesse battante. Merci madame, est très optimiste. S'il vous plaît. Oui, c'est ma dernière question à elle. Comment est-ce que vous êtes constitué et le groupe Bâtir? Comment est-ce que vous êtes constitué? La constitution, c'est très simple. C'est des jeunes qui se sont engagés. On s'est dit, nous avons une seule vision. C'est la vision là, c'est d'aller défendre, bien sûr, les autres jeunesses à l'Assemblée nationale. Donc, on s'est compris et ensemble, on a fondé Bâtir et on ira beaucoup loin. Merci. Vous êtes optimiste, voire même ambitieuse. C'est votre droit. Mais il n'empêche quand même que d'autres Togolais aussi demeurent perplexes, voire même se montrent inquiets par rapport à ce processus. Revue de presse avec la Dépêche, le confrère de la Dépêche qui rappelle que la vice-présidente du Parlement de la CEDEAO demande au chef d'État de la CEDEAO de parler à leurs collègues du Togo. Autre confrère, c'est le journal Kamgou qui se demande quel est l'enjeu réel du scrutin du 20 décembre. Le triangle des enjeux parle de cynisme électoral des enivrés du pouvoir. Pour quel résultat? Et la manchette Sylvestre Béni, dans cette élection, vous voyez ni plus ni moins un coup de force électorale.
Oui, effectivement. Vous voyez tout ce que nous avions dit depuis le début de cette émission, pouvoir suffisant, ce que le pouvoir togolais veut opérer un coup de force. Et là, je crois que c'est dangereux aujourd'hui. Si vous écoutez tous les messages, toutes les déclarations faites en ce qui concerne cette élection, beaucoup, pour ne pas dire la plupart, demandent à ce que on reporte ces élections. Il y a, tout à l'heure, vous avez cité la dame, donc la vice-présidente de la CEDEAO, qui du Parlement qui demande qu'on repousse même les élections jusqu'à mars ou avril. Et figurez-vous, il y a un Togolais qui l'a déjà dit, je maître Zeus à Javon, là également dit ici dans ce studio, c'est à Canal F, je l'ai écouté, et qui a également demandé à ce qu'on repousse ces élections jusqu'en avril-mars. Donc aujourd'hui, tous ceux qui comprennent en fait le sens ou une organisation normale des élections demande à ce qu'on reporte ces élections. Je crois que le pouvoir togolais a intérêt à comprendre cela. Il n'y aura pas de vide constitutionnel. L'article 52 règle d'abord ce problème-là. Donc pourquoi voulons-nous forcer les choses? Revenons aux interrogations sur ce scrutin. Le confrère Tingo parle de nouveaux cobayes pour continuer l'expérience démocratique. Et autre journal, c'est Sika, qui carrément nous demande d'éviter le bain de sang pour les élections à venir. Liberté se demande, d'abord Liberté écrit, la CEDEAO face à ses responsabilités devant l'histoire au Togo, et Liberté continue, qui pour faire entendre raison à Fort Nyasingbe. Je reviens à vous, Madame Beblou. Vous écoutez ces quelques titres de journaux qui se montrent perplexes ou carrément alarmistes sur le scrutin du 20 décembre, et vous confirmez que vous y allez? On y va pour les élections du 20 décembre prochain, parce que c'est la CENI qui a l'habilité à organiser des élections au Togo, et quand la CENI dit le coup de sifflet est lancé, alors on y va, et on va y aller jusqu'au bout le 20 décembre pour pouvoir rafler les sièges, comme je l'ai dit, dans le Grand Lomé. Merci pour votre courage, votre détermination. Avant de revenir, terminer par la politique, les gars, il y a une information qui circule depuis quelque temps et qui émane de la direction des transports routiers et ferroviaires. Voulez-vous partager le contenu de cette décision prise par le directeur? Ah, d'accord. Oui, c'est une décision qui fait polémique. Ça fait polémique sur les réseaux sociaux. Je crois que cette décision a été critiqué, mal compris selon nos informations, parce que on va d'abord à l'information. Le directeur, il y a une dernière note de la direction qui demande à ce que si vous demandez diligence pour l'établissement, pour l'immatriculation de votre véhicule, vous devez payer 25 000 francs. Selon nos informations, c'est une rupture avec l'ancienne pratique où les gens faisaient trafic d'influence. Et parce que il est arrivé plusieurs fois où une autorité replacée demande à ce que on immatricule rapidement son véhicule parce qu'il en a besoin pour des soins, et ça pénalise les autres usagers. Donc aujourd'hui, je crois que l'État a décidé que tous les usagers soient logés à la même enseigne. Il n'y a plus de traitement spécial à quelqu'un. Quand tu veux un traitement spécial, tu payes les coûts. Et c'est, selon nos informations, c'est une décision qui sera maintenant transversale même dans tous les services d'État. Tu demandes à ce qu'on fasse diligence, qu'on accélère les choses, dont tu payes les traitements spéciaux que tu as demandé. Merci. Donc c'est une date datée du 30 novembre 2018 qui dit à l'attention des usagers. Le directeur des transports routiers et ferroviaires porte à la connaissance des usagers que toute demande d'immatriculation qui nécessite d'être traitée diligemment doit désormais être accompagnée d'une quittance de 25 000 francs CFA, payable à la régie de la direction des transports routiers et ferroviaires. Mais Joël, est-ce que cette disposition ne porte pas atteinte au service public qui doit être égalitaire, impersonnel et le même pour tout le monde? Oui, mais c'est pour régler une bonne fois pour toutes, c'est pour décourager en fait comment vous l'appelez, ceux qui sont consommateurs de trafic d'influence. C'est pour décourager, mais quand on te dit que c'est comme par exemple les numéros réservés, les numéros spéciaux. Avant, tu pouvais passer, tu fais trafic, tu dis je suis telle personne, on te réserve son numéro. Maintenant que c'est payant, et beaucoup ont rebroussé chemin.
quand tu dois payer 50 000 pour avoir rien, pour te faire plaisir d'avoir une plaque, tu réfléchis par 2 fois et puis voir toute la procédure que cela demande, et ça a découragé. Et moi j'estime que en fixant la barre à 25 000, ce service public là a trouvé que ça pouvait décourager tous ceux qui... oui, certes, mais ça veut dire que les Togolais se font classer dans la catégorie de leurs moyens financiers. Si vous êtes riche, que vous pouvez payer beaucoup, on vous rend les services rapidement. Si vous êtes pauvre, comme Joachim et Sylvestre Béni, vous attendrez parmi les derniers. Oui, mais ça, là où il y a danger, c'est qu'on en arrive pas un jour à une situation où, quand tu ne paies pas 25 000 francs, tu attendras longtemps, tu ne vois jamais ce que tu recherches. C'est ça le danger. C'est-à-dire, maintenant, il faudra clairement nous dire, pour l'immatriculation, il faut combien de temps? Et comme ça, tous les consommateurs... Non, je crois que c'est ça, la question communiquée, ce sont 12 heures. Oui, quand ils disent ce sont 12 heures. 12 heures ouvrées. Oui, quand on dit ce sont 12 heures, moi, je crois que tous ceux qui vont là-bas dans la pratique, c'est pas 72 heures. Et parfois, c'est ça qui amène les gens à... Il faudra être rigoureux là-dessus, parce que si ce sont 12 heures, je ne vois pas cette diligence-là vraiment qui peut amener quelqu'un à payer les 25 000 francs. Mais le danger qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, les agents là croisent les bras et attendent vos 25 000 francs avant de commencer par traiter votre dossier. C'est ça le risque. Nous avons supprimé cette information sur le réseau, nous avons investigué, elle est avérée. Nous partageons avec vous, avec cette réserve. Est-ce que tous les Togolais, riches ou pauvres, grands ou petits, ont droit au même service, au même taux, ou bien c'est selon la bourse de chacun? Voilà, c'est sur cette information que nous allons terminer. Peut-être qu'on y reviendra un de ces prochains jours. Nous allons rapidement faire le tour de table avec 5 cartons à obtenir de nos confrères, mais également les mots de conclusion de nos invités. Commençons par l'ami Gildas Edor de l'ONG Helsa International, qui nous invite à cette exposition photo le samedi 8 décembre à 13h à la francophonie. Gildas, rebonjour. Rebonjour Sas. Merci encore pour cette occasion. Alors je vous invite tous à venir à cette exposition photo qui se tiendra ce samedi dans l'enceinte de la francophonie. Une exposition photo qui va vous montrer un peu les conditions de vie de ces enfants. Et j'espère que pour la liste Bâtir qui est ici et qui veut offrir un lendemain meilleur à nos jeunes, ils viendront voir un peu ce que nous faisons, découvrir les conditions de vie déplorables de ces enfants, de même que les confrères journalistes qui sont dans ce studio, pour porter après cette voix, la voix des enfants, afin que les réformes sociales soient vraiment mises en œuvre. Parce qu'au Togo, nous avons quand même les tests, mais on peine toujours à les appliquer. Merci. Merci à vous, Gildas. Madame Cherita Gbeblou, j'ai beaucoup de réactions, certaines qui sont très critiques à votre endroit. C'est pas votre personne, hein, la liste bâtie, mais il y a également beaucoup qui vous félicitent pour votre audace, surtout ce courage de venir en direct parler de vous, même au club de la presse. Eh bien, nous sommes à la fin de cette émission. Nous, par fair play, nous vous souhaitons beaucoup de courage. Merci. Mais votre conclusion? Mon mot de fin, c'est que si ça s'adresse à tout le peuple togolais, si nous voulons bien sûr construire un lendemain meilleur, si nous voulons bien sûr construire un Togo nouveau avec des idées novatrices et donner bien sûr la place à ces jeunes dynamiques et combattants d'aller quand même montrer leurs preuves au poste de décision, il va falloir qu'au soir du 20 décembre, la liste Bâtir puisse quand même rafler, comme je le dis, les 10 sièges dans la circonscription électorale du Grand Lomé. Vous répétez? Bien sûr. Et pour ça, il faut qu'on vote pour vous. Vous nous rappelez votre emblème, votre position sur le bulletin de vote? La liste indépendant Bâtir, c'est bien sûr un hexagone avec une truelle parce que nous voulons bâtir et nous avons la truelle qui est bien sûr notre emblème et c'est le blanc et le violet positionné bien sûr en première position sur le bulletin de vote. Une truelle dans une figure hexagone. Bien sûr. Donc, géométrie hexagone, c'est une figure géométrique à 8 côtés. Merci, Madame Gbeblou. Tu étais bien en fair play, bonne chance et du courage. Merci. Maintenant, les cartons de nos confrères Patom Fabrice Pechezi.
Oui, moi j'ai un carton jaune que j'adresse à l'OTR pour que l'Office togolais des recettes nous explique un peu, parce que il y a une communication qui est faite sur le dédouanement des véhicules, un abattement de 45% dont nous parle l'OTR. Moi-même, je publie la bannière. Mais quand vous allez sur le terrain, on vous parle plutôt de 25%. Je crois que l'OTR doit vraiment nous expliquer ce qui se passe entre ce qui sort de la direction générale de l'OTR comme communication et ce qui se passe réellement sur le terrain au port autonome de Lomé. Est-ce que c'est 45% ou 25%? Je les attends dans les jours à venir à vos micros. Je ne les invite pas, mais... ils sont les bienvenus. Ouais. Joël Kossi-Vignon-Ega. Je peux? Carton. Votre carton à vous. Non, mon carton, c'est un carton vert que je donne au directeur de l'élevage. Monsieur Batawi, je crois. Monsieur Batawi là, qui a publié des chiffres très édifiants. Il y a 16 personnes qui sont mortes de la rage à Kara, et la direction a rapidement déployé une opération de vaccination gratuite contre la rage. Et donc je crois que l'émission suivie à Kara, c'est une invite à tous ceux qui... La direction de l'élevage qui a rendu public que 16 personnes sont mortes de rage à Kara. Généralement, la rage, c'est suite à une morsure de chien. À une morsure de chien enragé, voilà. Et donc, la direction invite également à ce qu'on mette la main sur les chiens errants. Parce que très souvent, c'est eux qui sont exposés à la rage. Et donc, je crois que c'est une invite aux populations de Kara d'aider la direction à nos condoléances à ces compatriotes qui viennent de mourir de rage à Kara. Voilà, Sylvestre Béni, votre carton. Bon, moi je donne un carton jaune à tous les commandants des garnisons, parce que ce matin j'ai vu quand même un militaire. Franchement, ses rangers sont totalement partis. Franchement, donc je voulais sont totalement partis. Non, ça fait rire. C'est un policier, un gendarme ou bien un militaire? J'ai dit bon, c'est un militaire. Oui. Que j'ai vu ce matin. Oui. Ça, quand tu vois ces rangers, oui, c'est horrible. Donc je donne carton jaune à tous les commandants de régler ça, quoi. Ça, franchement, ça n'honore pas le pays. Et ce carton là peut virer au rouge si franchement, parfois quand tu les vois comparés à certains de la sous-région, franchement, il faudrait il faut leur donner du matériel. Je comprends, parce que le militaire, c'est quand même l'image du Togo. C'est l'image du Togo. Alors, un militaire au Rangers totalement parti. Totalement parti. J'étais pas dans une très bonne posture, sinon j'allais faire une photo et vous montrer. C'est horrible, quoi. Merci beaucoup. Donc, le service de l'intendance des forces armées de sécurité doit revoir cette question-là. Vous parlez des Rangers, mais des treillis des fois aussi. Des treillis aussi. Oui. Parfois, c'est rafistolé, c'est... Oh! Et de fois quoi? Joachim Boko, votre carton? Eh bien, on passe le temps d'abord. Non, mais je voudrais juste attirer l'attention des uns et des autres, oui, par rapport à la circulation ces derniers temps sur nos routes. Nous savons que surtout nos amis Zémidjamen, ils sont tellement pressés, alors qu'un adage dit allons doucement car nous sommes trop pressés. Merci beaucoup. On finit avec vous, Gadia Tchonyadi, santé éducation. Tout à fait, je suis dans le même sillage que Joachim. Actuellement, on a l'impression que tout le monde est stressé. C'est pas une impression. Et la circulation aussi. Moi, mais si je reconnais, j'avoue que je suis très stressé. Et la circulation aussi est stressée. Des fois, on ne se contrôle plus. Faisons attention, nous sommes vers la fin de l'année. Donc, carton jaune à nous tous, usagers de la route. Faisons attention pour éviter les incidents. Merci, c'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain jeudi à 11h. Avec d'autres confrères et invités. Ainsi va le club de la presse au jour le jour. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.